bienvenue sur cette nouvelle émission de Quelqu'un m'a dit en collaboration avec Maghreb TV et Diversité.be. Aujourd'hui, deux invités, deux auteurs pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Leïla Zerouni, bonjour. Daniel Swal, bonjour. Vous venez de publier tous les deux un roman aux éditions Méo, deux histoires très singulières. Alors on va commencer par vous, Leïla Zerouni. Alors, vous avez donc publié Femmes empêchées, dont voici la couverture. Un roman qui parle des femmes, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors Femmes empêchées, c'est un roman qui traite de désir ou de non-désir de maternité. C'est un thème qui me touche beaucoup et c'est pour ça que j'ai voulu l'aborder. L'histoire démarre avec une jeune adolescente née sous X qui se prénomme Anya. En première partie du livre, le décor est les Ardennes belges, donc l'histoire se passe dans les Ardennes belges. Et cette jeune adolescente, donc née sous X, va être bien entendu obsédée par sa quête d'identité. Alors, l'histoire, au départ, se passe dans un lieu qui s'appelle le Petit Bazar. C'est une librairie. En Wallonie, hein, en Wallonie. En Wallonie, hein, En tout à Wallonie, fait. Oui, exactement. Et c'est une librairie, mais une librairie un peu spéciale parce que c'est un lieu de passage où les villageois viennent non seulement pour acheter des livres, mais aussi pour épancher un peu leur cœur, leurs problèmes, leur solitude. Et donc c'est une histoire de femmes, puisque c'est trois femmes. Hein. D'abord, évidemment, l'héroïne de votre roman, mais aussi sa maman adoptive et la libraire. Donc c'est une histoire d'amitié aussi. Exactement, c'est une belle histoire d'amitié. Et c'est au fil de ces amitiés que le lecteur va pouvoir découvrir l'histoire d'Anya, parce qu'évidemment, derrière un accouchement sous X, il y a une femme. Tout à fait. Qui n'a pas pu... On entrera plus dans votre roman d'ici quelques instants. Vous êtes au quotidien professeur de langue, anglais et allemand. Comment êtes-vous venu à la littérature finalement ? Est-ce que c'est depuis votre enfance ou c'est quelque chose de neuf dans votre vie ? Alors, il est vrai que on a retrouvé il n'y a pas longtemps 2 nouvelles que j'avais écrites quand j'étais enfant, enfin vers l'âge de 11 ans. Je ne sais pas si tous les enfants font ça, probablement. Mais sinon, c'est venu plus tard. Et notamment grâce à une librairie qui se situe à Jette, qui s'appelle Maupassant. Et c'est une librairie qui a l'habitude de recevoir chaque dimanche des auteurs. Et donc, je me rendais chaque dimanche à la rencontre littéraire. Et puis, à force de voir les gens parler, les auteurs expliquer leur envie d'écriture, j'ai eu envie aussi de plonger dans ce... Alors, c'est votre premier roman, Leïla Zerouni, mais ce n'est pas votre première publication, puisque vous avez déjà publié de courts textes, des nouvelles. Alors, dites-moi un peu qu'est-ce qui vous inspire ? Quelles sont vos sources d'inspiration ? Les femmes, l'humain en règle générale ? Ça peut être très divers, oui. L'humain en général. La première nouvelle, c'était ma fille jouait du violon à cette époque, et donc j'avais envie d'explorer d'explorer la vie d'une musicienne. La première nouvelle, c'est une nouvelle qui est parue chez Monsieur Lamirois. Les éditions Lamirois. Les éditions Lamirois, oui, c'est très chouette pour débuter, pas que, mais entre autres, parce qu'on peut donc s'essayer à l'écriture en écrivant une courte nouvelle de 5000 mots. Et la deuxième nouvelle est parue aux éditions Bleu d'encre, les éditions Bleu d'encre qui se situent à Ivoire, de monsieur Claude Donnet, qui est également écrivain chez MEO, chez Méo, un très bon écrivain. Mais c'est une maison d'édition de poésie, normalement. Tout à fait, exactement. Voilà. Alors, Leïla, vous êtes donc accompagnée de Daniel Swal, qui est là aussi, qui vient de publier son dernier roman, qui s'appelle Agdes, dernière page. Alors là aussi, c'est le même éditeur, donc les éditions Méo. Tout à fait. Alors, vous, Daniel Swal, ce n'est pas votre premier roman. Vous êtes un auteur belge connu, reconnu, et qui a publié d'innombrables livres, mais pas que, évidemment aussi. Alors, parlez-nous peut-être un peu de vous, avant vraiment d'entrer dans l'histoire du livre. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez été très actif dans le monde, au Maghreb, dans le monde arabe. Voilà, j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle diplomate culturel de la Belgique francophone au Maroc pendant 4 ans, et puis en Tunisie pendant 8 ans. Et donc c'était un métier qui me permettait d'entrer en contact avec la société civile de ces 2 pays. Des professeurs, des animateurs d'associations de jeunesse, toutes ces personnes qui sont impliquées dans la vie sociale. Et donc j'ai eu à travers cela une inspiration, je dirais, qui allait de soi.
puisqu'il fallait restituer en quelque sorte, y compris pour le public belge qui me lit, ce qui vit au Maghreb. Je trouvais que c'était suffisamment passionnant que pour être décrit. Et donc j'ai écrit mon avant-dernier livre s'appelle L'Avenue La Casbah. Il est publié chez Méo comme celui-ci, et il évoque la révolution tunisienne. Et vous rappelez, vous savez que je parle évidemment de ces situations sociales à travers des personnages, à travers des intimités, à travers des sentiments, le sentiment amoureux également. Dans le cas de L'Avenue La Casbah, c'est un cinéaste belge qui rencontre une dame tunisienne et qui l'aide à réaliser un film. Dans le cas de ce roman Agdès, dernière page, là encore, il s'agit d'un diplomate belge qui va rencontrer, ou en tout cas qui va être incité à suivre les pas d'une jeune dame, est-elle si jeune d'ailleurs, je n'en sais rien, une jeune dame marocaine qui va l'aider à réaliser l'enquête. Mais justement, avant d'entrer réellement dans l'histoire et de donner goût à nos téléspectateurs et l'envie de le lire, qu'est-ce qui vous séduit pour à chaque fois poser vos bagages dans l'imaginaire, que ce soit dans le monde arabe, enfin que ce soit au Maroc ou en Tunisie? Qu'est-ce qui vous attire? Est-ce que ce sont les odeurs, les paysages, les couleurs qui nourrissent l'écrivain? Toutes ces choses-là doivent figurer, je crois. C'est vrai que, venant du Nord, je suis sensible aux senteurs, je suis sensible aux paysages, mais je dirais quand même que l'élément humain est le principal. Donc là, je rencontre quand même des gens d'une grande profondeur, et c'est cette profondeur que j'essaye de restituer. Hein, je pense notamment à des personnes très éloignées de ce qu'on appelle le littoral utile. Si vous avez l'occasion d'aller dans la montagne, dans l'Atlas, s'agissant du Maroc, vous pouvez rencontrer des personnes très très différentes de vous, de moi en l'occurrence, et qui expriment une profondeur de pensée qui va bien au-delà de celle que je peux exprimer moi-même. Donc j'apprends beaucoup de ces rencontres-là, et elles nourrissent l'imaginaire et elles nourrissent en fin de compte l'écriture. Ok, très bien Daniel. Alors, on va revenir évidemment à vous, mais je voudrais me tourner à nouveau vers Laïla et vers ce très beau roman, Femme empêchée, aux éditions Méo. Alors, Laïla, le thème de la maternité, vous l'évoquez. Comment avez-vous appréhendé l'écriture d'un livre? Vous êtes maman vous-même. Votre personnage est une jeune femme qui a été adoptée et qui a une sorte de dégoût de la maternité, en tout cas au début du roman, vous le décrivez assez bien. Pourquoi? Parce que ça fait écho à sa propre histoire. Donc, comme sa mère n'a pu assumer sa maternité, elle, tout ce qui touche à la maternité, ça renvoie à sa propre situation. Donc, mais il y a aussi des cas où c'est un peu l'inverse. Où on a des jeunes filles ou même des jeunes hommes qui sont adoptés et qui ont un besoin justement et une envie de transmettre et d'avoir un enfant qui appartient justement pour peut-être conjurer le sort de la transmission. Ah, sans doute, mais donc ça c'est un roman, c'est pas un essai, Bien donc sûr. C'est une histoire singulière et voilà, le personnage ne prétend pas représenter toutes les situations. Est-ce que c'est un personnage que vous avez rencontré ou c'est vraiment une fiction totale de bout en bout? Non, c'est une fiction, c'est une fiction. Alors évidemment, par-ci par-là, elle a été nourrie par des rencontres, mais c'est une fiction. Et de placer ce roman finalement en Belgique, puisque nous avons Daniel Soal qui lui a besoin de partir, de voyager, d'avoir un paysage autre que celui de notre Belgique. Vous avez besoin, en tout cas dans ce roman, vous avez créé un univers typiquement belge, même c'est la Belgique profonde, donc les Ardennes. Pourquoi? C'est une envie particulière? Non, mais Malika, la deuxième partie ne se situe pas en Belgique. C'est vrai. Voilà, il y a un petit peu. Alors, ça voyage aussi. Voilà, ça voyage aussi. La première partie est donc en Belgique parce que c'est un paysage où j'ai passé mes vacances là pendant le Covid. Donc voilà, c'est un paysage qui m'a inspirée. Et puis la deuxième partie du livre se déroule quand même en Algérie.
Mais justement, quels sont les liens, vous, que vous avez avec l'Algérie? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez nourri par rapport à votre travail de romancière? Oui, certainement, parce que c'est un pays, c'est le pays de mon père, et donc c'est le pays où je passais tous mes étés quand j'étais enfant. Voilà, donc. Et donc, c'est des images que vous avez ramenées de vos souvenirs pour placer votre histoire. Alors, vous, Daniel, peut-être on n'a pas évoqué finalement le synopsis, enfin en tout cas le résumé de votre ouvrage. Racontez-nous brièvement comment ça se passe. Eh bien, un diplomate des Nations Unies est tué à Rabat. Et les autorités marocaines concluent très vite au crime d'un homme seul, qui était drogué et qui donc est entré dans la maison des diplomates et l'a tué. Les Nations Unies ne sont pas très heureuses de ce premier diagnostic et désignent un diplomate belge en disant « Écoutez, essayez d'investiguer un peu, d'en savoir plus. Est-on bien sûr que cette mort soit à ce point insignifiante ?» Et ce diplomate belge va donc circuler dans le Maghreb en suivant une dame qui a connu Johannes, le diplomate des Nations Unies, en l'aidant en quelque sorte à découvrir tel ou tel milieu qui pourrait, le cas échéant, avoir nourri un sentiment d'animosité, voire de haine vis-à-vis de ce diplomate. Et donc voilà l'histoire qui semble assez policière. C'est ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est très policier. Comme ça, et c'est vrai qu'elle l'est, puisque... Mais elle est aussi très psychologique. Et voilà, donc ce sont des personnages qui vont finir par s'apprécier, s'observer d'abord, s'apprécier ensuite, et il y a donc, au-delà de l'enquête, ce couple qui n'en est pas un, qui finit par se rapprocher au fur et à mesure des villes marocaines rencontrées. Donc le diplomate part de Casablanca et remonte peu à peu vers Tanger, dans lequel il découvre un certain milieu qui est celui des nostalgiques de la colonie, parce qu'il existe au Maroc un certain nombre de gens qui peuvent éprouver une espèce de regard un peu nostalgique par rapport à une période antérieure. Et on pourrait imaginer que dans ce milieu-là se trouve la raison du crime, mais il existe un autre milieu que Jean, le diplomate belge, va découvrir, qui est tout au contraire la société civile, les activistes, les radicaux qui sont dans les quartiers populaires, à Casablanca, à Tanger, ou plus au sud, et qui peuvent éventuellement aussi loger en leur sein, je dirais, une personne plus extrémiste, qui se serait alors impliquée ou investie dans ce meurtre. Et voilà. Mais justement, finalement, Leïla aussi, dans votre roman, c'est une part aussi que vous évoquez, hein, finalement, la violence, puisque comme vous le disiez, votre personnage se retrouve à un moment donné en Algérie. Racontez-nous ce passage, cette partie, et comment vous l'avez travaillé, et comment vous avez fait voyager votre personnage jusqu'en Algérie. Ah oui, donc en fait, la deuxième partie du livre se situe en Algérie parce que il y aura disons que l'histoire, le fil de l'histoire sera une amitié, comme tu l'as évoqué au début de l'interview. Donc les amitiés sont très importantes et Yasmine va pousser la porte de cette librairie, le Petit Bazar, et raconter son histoire, elle qui vient justement du Sud. Et c'est là que le lien est fait entre la Belgique, l'Algérie et ces femmes empêchées. Mais ça, je suppose... Oui, il ne faut pas trop en dire non plus, voilà, pour laisser évidemment l'envie à nos téléspectateurs de lire vos livres. Alors, je veux aussi un peu vous questionner avant qu'on clôt notre émission sur l'édition. Aujourd'hui, on en a un petit peu parlé en off à 3. Quel est votre regard sur le monde de l'édition? Leïla, on commencera par vous. Comment voyez-vous aujourd'hui le travail de l'auteur? Est-ce que c'est un travail qui vous semble plus que jamais nécessaire? Ou finalement, petit à petit, on va cesser d'avoir des écrivains? Oh, j'espère jamais. Non, j'espère jamais. C'est toujours nécessaire d'avoir des gens qui écrivent dans une société pour réfléchir, pour faire aussi peut-être certainement passer des émotions, parce que moi, l'un des buts de la littérature, pour moi en tout cas, c'est de faire passer des émotions et à travers les émotions, comprendre des situations et comprendre aussi le monde qui nous entoure. Bien sûr, c'est très utile. Daniel? Moi, j'aurais envie d'ajouter que l'édition belge a un problème particulier, qui est d'avoir évidemment un lectorat qui est bien sûr essentiellement en Belgique et qui a parfois un peu de mal à se faire connaître en France, malgré les efforts que les éditeurs font. Donc Gérard Adam, le directeur de Méo,
tente de faire connaître les productions qu'il choisit, mais ce n'est pas toujours facile. Hein, et donc, je pense que être édité en France est quand même une garantie pour un écrivain belge d'être connu tant soit peu, ce qui n'est pas toujours facile pour les écrivains belges. J'ajouterais quand même sur la question que vous posiez, cette idée que le regard de l'éditeur reste malgré tout important. Je veux dire, quand on écrit, il n'est pas bon, je crois, d'être auto-édité à tout prix. Je pense que le regard d'un professionnel qui peut porter avis sur votre texte et dire assez lucidement ce qui va, ce qui ne va pas, ça reste malgré tout un rapport qui n'est pas toujours facile, parce qu'on aimerait que l'éditeur soit emballé et vous dise « mais c'est génial ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'éditeur va sans cesse vous pousser au-delà de ce que vous avez fait spontanément, et il a raison. Et donc là, c'est ça que je dirais essentiellement dans ce rapport, qui est à la fois amical et parfois un peu cruel de l'éditeur par rapport au texte qu'on lui apporte. Exactement, c'est très juste. Alors Leïla, pour terminer justement, quels sont vos projets éditoriaux ou autres? Alors, j'ai un petit opuscule qui va apparaître au mois de mai, qui s'appellera, je ne sais pas si je peux le dire, mais enfin, Le Luthier de Bagdad, chez Éric Lamirois. Et puis, voilà, j'écris dans l'ombre quelque chose. Voilà. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès à votre livre. Hein. Donc, je rappelle le titre « Femme empêchée », Leïla Zerouni, donc paru aux éditions Méo. Méo, et je tenais à préciser que Gérard Ardan est un excellent éditeur qui a un regard très acéré justement et qui pousse le texte vraiment... Je confirme, ouais, c'est quelqu'un de remarquable en effet, de très courageux dans le paysage éditorial belge aujourd'hui. Alors Daniel Soile, vos projets éditoriaux ou autres? Mes projets dans l'immédiat, c'est de faire connaître mon livre au Maroc. Tout à l'heure on évoquait les difficultés que pouvait avoir un éditeur belge à se faire connaître à l'étranger. C'est vrai pour la France, mais c'est aussi vrai au Maroc. Et donc il y a une série de problèmes qui sont d'ordre économique aussi, mais qui commencent peu à peu à se résoudre. Et donc je voudrais me rendre à Rabat début juin. C'est l'occasion, c'est le salon du livre qui aura lieu non pas à Casa mais à Rabat cette année-ci. Je voudrais présenter mon livre là-bas. Certaines librairies ont déjà demandé ma présence pour des rencontres, à la fois à Tanger et à Agadir. Donc là, nous sommes aux deux extrémités du pays. Et donc, je me réjouis de ça, parce que ce sont des pays dans lesquels je ne vais plus professionnellement, mais auxquels je reste fort attaché. Et donc, quand une occasion se présente de m'y rendre, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, les deux pays que je connais le mieux, je ne la rate pas. En tout cas, je recommande vos deux romans, qui sont vraiment deux romans passionnants. J'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à nos téléspectateurs et puis à la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci Manu.